Je suis syndicaliste au plan européen. L'UFE, c'est l'Union du personnel des finances, donc les impôts et les douanes. Ma question est la suivante. Je suis un peu étonné que vous n'avez pas évoqué l'action de la Commission européenne, non plus celle du commissaire des impôts, donc en l'occurrence encore un Français, M. Moscovici, et aussi, par exemple, le Parlement européen qui était les derniers mois et la dernière année très actif au plan en ce qui concerne le domaine fiscal. Je veux rappeler que la Commission européenne, les consultations publiques qui ont été organisées, notamment sur BEPS en l'été 2015, et aussi sur la base commune post-publiée, vous l'avez évoqué, Axis, et ça s'est terminé au mois de décembre. Donc, quel est votre avis du point de vue européen? Vous avez parlé du G20, de l'OCDE, mais pas de l'Europe. Quel est votre avis sur l'Europe? Merci. Les 3 fois précédentes où je suis venu parler des paradis fiscaux au Luxembourg, la première question, j'en parlais avec Mike tout à l'heure, la première question c'était toujours, est-ce que vous posez plus la question, il y a vraiment beaucoup de progrès dans ce pays. Donc au niveau européen ça progresse, en tout cas au niveau national. Donc au niveau européen ça progresse, en tout cas au niveau national, dans beaucoup de pays, c'est déjà le premier point. Non, plus sérieusement, l'Union européenne s'inscrit complètement dans le cadre de BEPS. Donc aujourd'hui, en matière de lutte contre les paradis fiscaux, on est sur un arbitrage politique, comme vous l'avez très bien dit, entre la Commission, le Conseil et le Parlement sur comment est-ce qu'on transcrit les engagements qu'on a pris au niveau du G20, on a pris au niveau de l'OCDE, au niveau européen. Je ne vais pas trahir de secret en disant que Pierre Moscovici comme commissaire à la fiscalité ne me convainc pas beaucoup. Lorsqu'on est en interview avec lui, il vous dit toujours qu'à titre personnel, il est toujours prêt, il veut aller très loin à titre personnel. Vous comprenez, la commission, il y a des rapports de force, moi je voudrais, mais les autres ils ne veulent pas de ça. Bon, je ne l'ai pas trouvé très convaincant au moment où il était ministre des Finances français pour vraiment réguler les banques françaises au moment de la loi dite de séparation bancaire et plus généralement de régulation. Là, je ne le trouve pas vraiment très combatif au niveau européen pour transcrire ce qu'on fait au niveau BEPS. On va voir demain, il va venir avec 2 premières propositions de directives demain, de vraiment transcription de ce qui se passe au niveau de BEPS. Encore une fois, à titre personnel, il dit qu'il est prêt à ce que la comptabilité pays par pays soit rendue publique, mais comme les autres commissaires européens ne veulent pas, diplomatiquement, il ne peut pas aller plus loin. Donc on va avoir, je pense, une proposition qui va consister à dire qu'il ne faut pas donner publiquement la comptabilité pays par pays. Une des choses de demain aussi, ça va être de dire, vous savez, certaines multinationales utilisent des filiales situées par exemple au Luxembourg qui font des prêts à une filiale française et lorsque vous avez un prêt, vous devez payer des intérêts sur le prêt que vous recevez et donc le fait d'avoir une filiale avec très peu de capital mais qui va avec beaucoup d'emprunts l'oblige à rembourser beaucoup et bizarrement toujours à rembourser dans la filiale qui est située dans le paradis fiscal. En fait, c'est une façon de transférer de l'argent du pays où ça devrait être taxé vers un autre pays. Demain, il va y avoir des propositions qui vont être faites en ce sens par Pierre Moscovici en disant vous ne pouvez pas déduire plus de X% de vos profits, mais malheureusement, on verra les informations que j'ai eues et que ce X% va pas être très contraignant pour les multinationales et que donc oui, il va dire, vous voyez, j'ai fait quelque chose, mais que concrètement, ce quelque chose ne va pas être très efficace. Je suis plus sensible à ce que fait effectivement une bonne partie du Parlement européen. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de députés. D'ailleurs, ça a été la bonne surprise, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, des gens qui ont découvert un petit peu le problème, qui ont découvert sa technicité et qui se sont dit c'est pas grave, c'est un vrai enjeu démocratique, on se plonge dedans, on y va. Moi j'étais surpris aujourd'hui, je pourrais vous citer le nom d'une douzaine de parlementaires français, d'une bonne vingtaine ou d'une bonne trentaine de parlementaires européens qui ont décidé de rentrer vraiment dans le cœur du sujet et qui travaillent bien. Donc il se passe des choses, il y a des vrais débats politique au niveau du Parlement. Il y a plus d'hésitation, je pense, du côté de la Commission. Aujourd'hui, le commissaire européen qui avance le plus, c'est quand même le commissaire européen à la concurrence, Margrethe Vestager, qui a dit au Luxembourg avec Amazon, qui a dit aux Pays-Bas, qui attend les résultats des élections irlandaises pour ne pas s'immiscer dans le débat des élections irlandaises, mais dès qu'on aura le gouvernement irlandais, fin février, début mars, je pense qu'elle va venir tirer
tirer les oreilles de l'Irlande et d'Apple en disant ce que vous avez fait. Par exemple, vous, luxembourgeois, en signant un accord fiscal avec le Luxembourg, avec Amazon, qui permet à cette société d'être taxée en gros entre 1 et 2%, vous avez donné un avantage à un libraire que vous n'avez pas donné aux autres libraires. Comme vous, Irlandais, vous avez donné un avantage à cette société que vous n'avez pas donné aux autres moteurs de recherche. Donc, c'est une aide d'État déguisée. Donc, vous ne respectez pas les traités européens, puisque les traités européens, je vous le rappelle, posent le principe de la concurrence libre et non faussée. C'est une concurrence faussée. Donc, ce que vous faites est illégal. Et ça change vraiment. C'est un game changer. C'est vraiment quelque chose de vraiment important, puisque l'une des remarques qui sont faites généralement par les grandes multinationales, c'est de dire « Ah, vous n'êtes peut-être pas content de ce que je fais, mais je ne fais rien d'illégal. » Et bien, si la Commission européenne nous dit « Ce genre d'activité est illégal au regard des traités européens. » Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui Margrethe Vestager, je pense qu'au niveau de la Commission, est plus celle qui contribue à changer les règles du jeu de la fiscalité en Europe, plus que le commissaire à la fiscalité. Maintenant, je ne suis pas naïf, il n'y aura jamais d'harmonisation fiscale en Europe. Peut-être que la base fiscale consolidée dont on a parlé tout à l'heure serait une possible réponse, c'est-à-dire que vous utilisez tous les trucs que vous voulez pour passer vos profits de la France à l'Irlande ou de la France au Luxembourg. C'est pas grave, on va additionner tous les profits que vous faites partout dans l'ensemble des pays européens. Puis on va définir, et ce sera ça l'enjeu de la négociation, on va définir une clé de répartition de ces profits dans chacun des pays et qui correspondent plus à l'activité réelle que vous avez dans ces pays. Est-ce que la clé de répartition doit s'appuyer sur le nombre de personnes que vous employez, chiffre d'affaires, le nombre d'usines que vous avez, enfin bon, ça il faut négocier les critères. À chaque pays ensuite, si la France veut taxer ça à 33%, qu'elle taxe à 33%, si l'Irlande veut le taxer à 12,5%, qu'elle taxe à 12,5%, etc. Chacun peut garder son taux, donc pas d'harmonisation fiscale, mais une répartition des profits qui correspondent plus à l'activité réelle. C'est une voie possible. Le commissaire européen Pierre Moscovici propose d'aller dans cette voie, mais alors avec des chemins complètement détournés. Au début, on additionnerait, mais sans vraiment consolider. Voilà, ça devient une usine à gaz complètement incompréhensible qui permet. Enfin, là, pour le coup, c'est vrai que lui avancerait bien, et je pense qu'une bonne partie de la Commission avancerait bien, une bonne partie du Conseil avancerait bien sur ce sujet, mais beaucoup de pays bloquent de ce point de vue-là. Donc, il n'a pas d'accord politique. En fait, c'est pour ça que ça tourne comme ça autour du pot et que ça avance pas, c'est qu'il n'y a pas d'accord politique européen et que malheureusement l'Union européenne reste aujourd'hui l'une des zones du monde, si ce n'est la zone du monde où la concurrence fiscale est le plus développée. Voilà. Bonsoir. Je me suis déplacé parce que le mot tax justice m'a intrigué et me tient à cœur. Et j'aimerais bien poser une question depuis cet angle-là. Si on vous écoute, il y a bon nombre de gens qui comprennent très bien ce qui ne va pas, ce qui marche, autrement que tout le monde ici le souhaiterait. Donc la justice en matière de taxes n'existe pas, si je vous ai bien compris. J'ai un peu l'impression aussi, puisque vous avez cité un mot qui m'a le plus dérangé ou inquiété plutôt, parmi ceux qui pourraient faire bouger les choses, c'est 40% de spécialistes dans les boîtes, dans les entreprises qui devraient contribuer à clarifier le dossier. Vous les avez qualifiés de non... Allez, vous avez introduit le mot de la moralité, l'éthique. Donc l'éthique n'a rien à voir avec la finance, comme avec le droit d'ailleurs aussi, ça j'ai appris récemment. Est-ce qu'on ne vit pas dans un monde féodal où la féodalité a lien du capital qui nous gouverne et tous les gouvernements avec leurs spécialistes, parce que dans tous les ministères, je suppose, et à Bruxelles aussi, il y a des gens comme vous qui ont vraiment l'œil là-dessus et qui comprennent bien les interférences, mais personne ne bouge parce qu'il y a cette absence de moralité et peut-être qu'il y a la corruption à gauche et à droite qui freine toutes les tendances et tous les efforts qui nous mèneraient vers un peu de plus, un peu davantage de justice dans tout ce monde que très peu d'entre nous
ont la chance de percevoir chaque jour et de comprendre finalement. Donc, est-ce que les gouvernements, à votre avis, ont les moyens et surtout la volonté d'aller vers la justice? C'est ça qui me préoccupe. Alors, il y a plusieurs points dans votre question. Les paradis fiscaux, oui, contribuent à nourrir l'injustice fiscale, ça c'est clair, puisque ce sont les plus puissants des multinationales et les plus puissants des particuliers qui les utilisent, parce que ça coûte cher en fait d'utiliser les paradis fiscaux lorsque vous êtes un salarié de base. Déjà, vous êtes généralement prélevé sur votre salaire directement, mais même avec nos salaires, je dirais, de salariés normaux, les paradis fiscaux, on les intéresse vraiment pas beaucoup. Rien ne bouge, non. Je crois que pour la première fois, encore une fois, depuis un siècle, il y a un début de tentative de changer les règles du jeu. Maintenant, l'OCDE a posé des choses sur la table. Il va falloir surveiller que c'est mis en œuvre. Une fois que c'est mis en œuvre, il va falloir surveiller que c'est efficace. Ce qui me rassure un peu, c'est que contrairement à ce que l'OCDE avait fait au début des années 2000, par exemple, en disant allez, si vous vous engagez à être plus vertueux, ça suffit. Donc, tous les pays se sont engagés à être plus vertueux et ça a suffi. On en a vu, ça a suffi à rien du tout. Là, pour le coup, on a dit en 2020, on remet tout sur la table en 2020. Et on regarde ce qui s'est passé. Et ce qui me rend un peu optimiste, c'est d'une part, donc, il y a enfin cette fenêtre d'opportunité politique qui est ouverte pour tenter de changer les règles du jeu, et qu'aujourd'hui, la société civile, les ONG dont le niveau de technicité a remarquablement augmenté. Moi, le premier papier que j'ai fait sur les paradis fiscaux, c'était en 1999. Un gros dossier pour dire, oui, ils posent des problèmes fiscaux, mais ils sont devenus des vraies autoroutes de la finance internationale. Et c'est ça qui pose problème. Au début, quand j'expliquais ça avec mon confrère Ronin Palan, universitaire, les gens me regardaient avec des grands yeux. Aujourd'hui, le niveau de technicité des ONG est absolument remarquable. Sur le projet BEPS, j'ai dit que les multinationales, etc., avaient beaucoup contribué et commenté. Vous avez aussi, si vous lisez l'anglais facilement, un BEPS Monitoring Group. Et ça, ce sont des gens d'ONG, des fiscalistes, des avocats, des représentants de la société civile qui se sont associés à chaque fois qu'il y a une proposition BEPS. Ils ont dit, ben voilà le commentaire du BEPS Monitoring Group. Quand l'OCDE, en octobre dernier, a fait toutes ces 15 propositions, on dit, ben voilà notre commentaire. Le niveau de technicité de ces spécialistes d'ONG est remarquable. Il n'a rien à envier aux techniciens qui travaillent dans les gouvernements, qui travaillent pour les grandes entreprises privées ou pour les particuliers. Donc, il y a une mobilisation, il y a une fenêtre d'ouverture politique pour les États, il y a une mobilisation très forte de la société civile et des ONG avec un bon niveau technique, il y a une mobilisation des journalistes, parce que bien évidemment, quand l'OCDE nous dit on a vraiment changé les règles du jeu, eh bien nous journalistes, la première petite histoire de personnes riches qui échappent à l'impôt, la première petite histoire de multinationale qui a réussi à échapper à l'impôt, on va venir le mettre devant les yeux de l'OCDE en disant vous voyez bien que votre truc, il y a plein de trous dans la raquette. Donc il y a une mobilisation des journalistes d'investigation, des ONG, de la société civile, des États. Je pense qu'on est dans une fenêtre d'opportunité politique qui est plutôt bonne. Combien de temps elle va durer, je ne sais pas, et c'est bien ce qu'il y a derrière ma proposition de faire discuter ça dans les parlements chaque année. C'est pour maintenir ouverte la pression politique, c'est pour maintenir ouverte le fait qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique en permanence, qu'il y ait un regard citoyen permanent sur ce que font vraiment les États. Ils nous promettent des choses aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre concrètement, est-ce que ça va être efficace? C'est ça qu'il faut continuer à surveiller. Et puis vous avez aussi le développement de plus en plus important des lanceurs d'alerte. Je pense qu'entre tout ça, lanceurs d'alerte, société civile avec un bon niveau technique, journalistes d'investigation, État, Parlement, députés dont on parlait tout à l'heure, il y a une fenêtre d'opportunité politique qui est ouverte pour essayer de changer les règles du jeu. Je suis peut-être trop optimiste en disant que ça va déboucher sur quelque chose, mais aujourd'hui, on s'est tellement battu à beaucoup entre la fin, le milieu des années 90, au moment où ça intéressait personne, et 2015, il y a eu 20 ans de combat où on disait c'est un problème marginal, passe ton chemin. Aujourd'hui, non, c'est une des priorités du G20. Je voudrais que je ne suis pas sûr que cette fenêtre d'opportunité politique va se transformer en quelque chose d'efficace, mais au moins, elle était fermée, maintenant elle est ouverte. Je préfère être optimiste pour l'instant. Merci, Chris. Merci. La question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre le dispositif BEPS, pardon, excusez-moi, entre le dispositif BEPS et le projet TAFTA ou TTIP en négociation aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe? Merci.
A priori, la fiscalité ne fait pas partie des thèmes qui sont traités par TAFTA. Et moi, au premier jour d'annonce de TAFTA, alors je prends un pari hein, devant vous, j'ai écrit le premier jour que TAFTA ne sera jamais signé, que ça n'irait jamais jusqu'au bout. Il faut se mobiliser avec raison. Il faut surveiller, bien sûr, ce qui peut se passer à TAFTA. Mais autant quand ces grandes réunions, ces grands-messes internationales consistaient à dire « Allez, je te baisse mes droits de douane sur les voitures, tu me baisses tes droits de douane sur le riz, je sais pas quoi. » Ça, on pouvait toujours négocier. Aujourd'hui, je te baisse ma protection de santé publique contre tu me laisses faire rentrer mes films ou mes séries sans contrôle. Ça marche pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de négociation qui touchent aux préférences collectives, nationales, démocratiques exprimées dans chacun des pays et qu'il n'y a pas de compromis. Quand vous êtes un Américain et que vous dites pour mettre une voiture sur le marché, vous, constructeur automobile, vous mettez toutes les voitures que vous voulez sur le marché. Par contre, dès qu'il y a un défaut, je vous colle un procès et je vous oblige à ramener toutes les voitures et à indemniser les gens. Ça, c'est la version américaine. En Europe, on vous dit, vous voulez mettre une voiture sur le marché, voilà les 15 000 tests que vous devez passer et je vous donne votre mise d'autorisation sur le marché et vous allez la mettre sur le marché avec plus ou moins d'efficacité, mais c'est comme ça que ça marche. Quel compromis vous voulez trouver entre la réglementation américaine et la réglementation européenne? C'est quoi le compromis? Il n'y a pas de compromis entre les deux. Il y a une culture juridique d'un côté, il y a une autre culture juridique de l'autre. Il n'y a pas de compromis possible. Alors peut-être que sur 2-3 détails, on va arriver à trouver des bouts de compromis. Moi je pense que ça va être très dur, de trouver des compromis. 2, si on en trouve, vous savez que comme les sujets qui sont abordés sont des sujets de codécision, c'est-à-dire qui dépassent simplement le mandat de négociation commerciale de la Commission européenne, ça veut dire que les États sont en codécision. Ça veut dire que même si on arrive à signer, ce que je ne crois pas, même si on arrive à signer, il va falloir que l'ensemble des États européens signent, il va falloir que ce soit tamponné par tous les parlements européens. Vous en trouverez bien un ou deux qui vont refuser de mettre en œuvre TAFTA. Donc je pense que, et sur le plan du principe même de la négociation et sur le plan de la légitimité politique, les défenseurs de TAFTA sont en train de perdre beaucoup de temps parce que je pense qu'ils vont avoir du mal à arriver jusqu'au bout. Merci beaucoup. Encore 2 questions dans la salle, peut-être? Non. Merci. Ce qui m'étonne le plus dans toutes ces questions, c'est qu'il y a quelque temps, on avait blacklisté toute une série de pays et de pays désignés comme paradis fiscaux. Ils ont rempli quelques petites choses et tout d'un coup, hop, comme le Luxembourg, ça sort de la liste et on est blanchi parce qu'on a fait je ne sais pas quoi. Or, moi je ne suis pas un grand spécialiste là de tout ça, mais vous démontrez très facilement que le Luxembourg est un paradis fiscal, un petit tas d'autres qui ont été blanchis. Comment cela est possible? Alors là, vous touchez un point extrêmement intéressant qui remet en cause ce qu'a fait la Commission européenne l'année dernière. Les politiques de liste ne fonctionnent pas. Les politiques de liste ne fonctionnent pas. J'étais très surpris de voir Pierre Moscovici l'année dernière quand il a dit voilà, l'Union européenne lance une nouvelle attaque contre les paradis fiscaux, voilà la liste de l'Union européenne. On sait bien que les enjeux politiques sont trop forts. Les pays veulent absolument sortir de la liste, donc on rentre dans une négociation politique. Il y a des États qui devraient être dedans qui n'y sont pas, et des États qui sont dedans qui ont déjà fait des efforts qui se disent c'est injuste, parce que le copain d'à côté, lui, il est dans la liste mais il ne fait pas d'efforts, donc vous vous différenciez. Bref. Il y a trop d'enjeux et de batailles politiques pour que les politiques de liste fonctionnent. D'ailleurs, vous avez raison, la liste qui a établi le G20 en 2009, de pays blancs, c'est-à-dire tous ceux pour lesquels ça se passe bien gris et noir, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, enfin il doit rester 2 ou 3 petits machins de rien du tout, pour lesquels doit passer 0,0001% de la finance mondiale. Donc les politiques de liste, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que l'OCDE est passé à autre chose. On n'est plus dans des politiques de liste, on pose sur la table des grands principes de fonctionnement. Tout ce qui est douteux, tout ce qui est, comme dit l'OCDE, concurrence fiscale dommageable, on n'en veut plus. On pose les principes et les outils sur la table qui permettent de dire on n'en veut plus, donc les nouvelles règles du jeu, ce sont celles-là, et on voit si ça fonctionne. Vous avez totalement raison. Ça ne sert à rien de s'appuyer sur les politiques de liste, c'est complètement inefficace, ça ne sert à rien. Il y avait une deuxième question ici. L'Europe souffre d'une pluralité de crises. Rapidement, il y a actuellement le terrorisme, l'immigration, mais il y a en tout également toujours la crise sociale, le chômage.
dans des pays comme la France, l'Italie, mais surtout, et c'est catastrophique, dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Ma question, ce qui est en route ici sur les paradis fiscaux, est-ce que là, il y a une perspective de trouver une réponse à ce problème social? Et subsidiairement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un effort très important qui n'est toujours pas fait depuis la crise financière de 2008, à savoir qu'il nous faudrait une sérieuse et solide régulation financière? Si on voit toute la spéculation, tout ce qu'il y a sur les marchés financiers, l'orientation de plus en plus des grandes entreprises vers le secteur financier. Est-ce que là, il n'y a pas un problème fondamental qu'il faut également avoir le courage d'aborder si on veut, à terme, avoir une solution crédible aux problèmes d'emploi et aux problèmes sociaux? Merci. Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Encore une fois, en France, on estime qu'il y a à peu près 15% des recettes fiscales qui s'en vont. Au niveau européen, la Commission a dit 1000 milliards à peu près de recettes fiscales qui sont perdues sur l'ensemble des pays européens. Quand vous faites les calculs, vous tombez toujours entre 12, 15, 16% de recettes fiscales perdues à peu près dans l'ensemble des pays. Ce qui veut dire que si une partie, ne serait-ce qu'une partie que ces recettes reviennent, vous avez moins besoin de politique d'austérité, donc moins d'effets sociaux, des politiques budgétaires néfastes qui sont suivies et qui sont devenues un peu trop le leitmotiv dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc oui, ça ne peut que contribuer à aller dans le bon sens. Mais oui, vous avez raison, le grand problème fondamental de ce point de vue-là, les paradis fiscaux ne sont que l'une des autoroutes, l'une des infrastructures de la finance internationale, et on ne pourra pas sortir de la crise sociale sans une vraie régulation financière internationale. Là, je peux revenir passer 3 quarts d'heure pour parler de régulation financière internationale, c'est un de mes dadas. De ce point de vue, je ne suis pas un chaud partisan de la séparation bancaire. Enfin, si ça se produit, ça ne me dérange pas, mais je ne pense pas que ce soit la vraie réponse, que ce soit la réponse la plus forte en matière de régulation financière. Pourquoi? Parce que vous savez, une banque, c'est un commerçant, hein, ça a des ressources. Et puis ça utilise ses ressources et ça essaye de payer les ressources moins chères que les crédits qu'elle fait. Donc vous gagnez sur la différence. Lorsqu'on propose la séparation bancaire, on dit les activités qu'ont les banques, pour partie, sont tellement risquées qu'elles peuvent remettre en cause la viabilité de la banque. Donc, séparons les activités entre celles qui sont risquées et celles qui ne sont pas risquées. Celles qui sont risquées, on va leur imposer beaucoup plus de contraintes pour diminuer les risques et donc que la banque fonctionne mieux. Pourquoi pas? Allons dans ce sens-là, ça ne me dérange pas, mais pour moi, la solution est très très loin d'être suffisante. La vraie régulation financière, c'est du côté des ressources des banques, non pas la façon dont elles emploient leurs ressources, mais du côté de leurs ressources des banques. Toutes les grandes crises financières historiques, et ça c'est ce livre-là, des tulipes au subprime. Tiens, d'ailleurs, on voit que la moitié du titre, en fait le titre, c'est parce qu'il est vert. Une brève histoire des crises financières, c'est le vrai titre du bouquin qui est à droite, des tulipes au subprime, donc des tulipes du XVIIe siècle jusqu'au subprime aujourd'hui, 21e siècle. Vous apercevez que les crises financières qui dérapent le plus, celles qui ont le plus de coûts économiques et sociaux, ce sont celles pour lesquelles les banques se financent trop par crédit et pas assez avec du capital apporté par les actionnaires des gens qui développent la banque. Et donc moi je pense que s'il n'y avait qu'une mesure de régulation financière importante, ce serait d'obliger les banques à détenir beaucoup de capital. Pourquoi? Parce que le jour où il y a une crise, quel que soit le niveau de risque pris par la banque, si la banque a beaucoup de capital, eh bien, ce sont les actionnaires de la banque qui perdent leur chemise avant que ce soit les États qui sont obligés d'intervenir pour sauver la banque parce que son capital est complètement mangé. C'est ce qui s'est passé avec Lehman Brothers, c'est ce qu'on a cru qui allait se passer après la chute de Lehman Brothers, c'est que les risques pris par les banques étaient tellement forts que tout l'argent qui était perdu dépassait le montant du capital. Le capital, c'est le matelas qui permet d'éponger les crises et les pertes quand vous avez. Si le matelas est tout petit et le matelas était devenu tout petit, alors les pertes, elles n'ont pas besoin d'être très importantes pour manger tout le capital, faire s'écrouler la banque, et comme on ne veut pas que les banques s'écroulent, eh ben les États arrivent à la rescousse. Si les banques ont beaucoup de capital, ça veut dire qu'elles ont un gros matelas, alors si on peut avoir une régulation qui les empêche de prendre des risques, c'est très bien, mais même si elles prennent des risques, alors les pertes qui sont liées à ces risques sont épongées
par les banques et par les actionnaires. Et ça, on s'aperçoit qu'on traverse beaucoup plus facilement ces crises financières. Quand les banques ont beaucoup de matelas, on s'aperçoit que les banques qui ont le plus de capital, qui ont le plus gros matelas, sont celles qui continuent à faire crédit, sont celles qui reprennent le crédit le plus vite, etc. etc. Donc la vraie régulation financière, pour employer un terme comptable et technique, la vraie régulation financière, pour moi, est une régulation par l'actif, par les ressources des banques, plutôt qu'une régulation par le passif, plutôt que par l'utilisation des ressources des banques. Mais bon, ça nous emmènerait un peu loin. Encore deux questions. Maintenant, il y a plus de... je vois pas. Bon, on continue encore un petit peu. Je vois là encore 5 questions. Je ne sais pas si on arrive à tous. Moi, je repars que demain matin, je peux rester. Mon nom est Paul Ténin, je suis membre de la REM. J'ai une question au sujet de l'actif. Aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est encore actif? Si on prend en considération le système électronique d'information, les super ordinateurs, les data centers, les réseaux informatiques super rapides et puissants, où on peut faire des transactions aujourd'hui en 1 millième de seconde et où on ne sait plus exactement qui appartient à qui, comment, à quand. Donc avoir une photo réelle d'une situation, on crée de l'argent virtuel, où on achète, où on vend, où on dépaisse des entreprises entières. Je me pose la question si un jour on sera peut-être plus capable de contrôler quoi que ce soit. Il faudrait peut-être réguler aussi l'aspect technique, informatique, l'outil. C'était un peu aussi le problème avec Lehman Brothers, c'était un peu il pariait, il créait de l'argent ou des images qui n'existaient pas. Et avec ça, il vendait ou achetait. Alors les dés sont occupés. Je prends deux questions à la fois. Bon, ma question va peut-être vous surprendre, mais pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas les bourses et la spéculation tout simplement? Alors le trading haute fréquence, vraiment, c'est quelque chose qui ne sert à rien, qui n'a aucune utilité économique, aucune utilité sociale. Donc moi, je suis tout à fait partisan de supprimer ça. Les grandes banques vous disent que, alors c'est très difficile, hein. Les estimations officieuses qu'on a, c'est que pour les grandes banques françaises, c'est quand même un marché autour d'1 milliard d'euros par an. Donc on comprend qu'elles se font beaucoup de commissions. Mais vous avez raison, l'utilité économique, financière et sociale de ce genre d'activité est complètement nulle. Donc moi, je serais... Il y a des petites choses techniques faciles à faire pour le supprimer. Là, c'est vraiment une question de volonté politique. Alors, tant que les banques avaient des difficultés après Lehman Brothers, après la crise de la zone euro, on ne voulait pas trop les embêter. Mais vous avez tout à fait raison, ce serait le moment de revenir à la charge en disant honnêtement, ça ne vous sert à rien. Donc, essayons d'avoir aussi un accord pour supprimer, ce genre de pratique financière qui sert qui n'a absolument aucune utilité. Sur quand même, ça ne veut pas dire le fait qu'il y ait beaucoup de transactions électroniques ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne soit pas capable de mesurer le poids financier d'une grande entreprise ou d'une grande banque. On peut savoir si la Deutsche Bank, la Société Générale, la Lloyds, etc., combien elle pèse et combien pèse son capital par rapport à ses activités. Ça, on peut quand même le mesurer, avec plus ou moins de fiabilité, mais on peut le mesurer. Et de ce point de vue-là, on peut avoir une réglementation financière qui passe par le montant de capital que détiennent chaque banque. Si on veut qu'il n'y ait plus de spéculation, il n'y a qu'à supprimer la spéculation. Bon, le problème, c'est que c'est vrai que supprimons les bourses, puisqu'il y a de la spéculation sur les bourses. Le problème, c'est que les bourses, elles servent quand même aussi encore un peu à quelque chose. Il y a alors à quoi? Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, si moi je veux monter ma société, je peux toujours passer un chapeau et vous demander chacun 10 €. Vous me faites confiance, j'ai plutôt une tête sympathique, je parle bien, vous me donnez un peu de sous, mais je ne vais pas aller très loin avec ça. Si je veux vraiment développer une grande entreprise, parce que j'ai une super idée, il faut que je puisse faire appel à l'épargne publique, à des gens qui ne m'ont jamais rencontré, qui ne me connaissent pas, pour qui je vais dire j'ai un vrai projet. Et ça, quand vous avez besoin de grands capitaux internationaux pour développer une vraie idée, par exemple développer un vaccin mondial contre le paludisme,
D'accord? Vous avez découvert, et ça c'est quelque chose d'intéressant. Je veux pouvoir monter ma société parce que j'ai parié, j'ai donné des sous pour un chercheur qui me dit j'ai trouvé le vaccin qui va guérir le palu partout dans le monde, pour le développer, pour le fabriquer partout dans le monde et pour le vendre à un prix correct, j'ai besoin de faire appel à l'épargne publique, à des gens qui ne me connaissent pas, je vais m'introduire en bourse, je vais me permettre de faire appel à l'épargne publique. Après, que mes actions, les actions de ma société fassent l'objet de spéculation, je peux essayer d'avoir, puisqu'une partie effectivement des échanges d'actions maintenant passent par les traders haute fréquence dont a parlé monsieur, alors il faut que je régule les traders haute fréquence, donc il faut que je régule les dérapages. Mais le principe même d'avoir des bourses qui permettent de faire appel à l'épargne publique, d'avoir des banques qui peuvent prêter beaucoup d'argent, la finance en elle-même, elle nous est utile. C'est ça le problème, c'est que la finance, les banquiers, les marchés financiers, c'est utile pour développer une économie. Le problème, c'est que quand on les laisse faire trop ce qu'ils veulent, qu'on libéralise trop, tendance à partir toujours du mauvais côté et ensuite à nous faire payer le coût de leur dérapage. Donc le principe même d'avoir des banques et des grosses banques ne me dérange pas, le principe d'avoir des marchés financiers et des bourses en particulier ne me dérange pas. Ce qu'il faut faire attention, c'est arriver à bien maîtriser, éviter les dérapages. Merci beaucoup. Je pense que, et je partage votre avis, que ça commence à bouger. On le voit aussi à Luxembourg. Je pense que vous avez bien décrit le premier mouvement au niveau des clients particuliers. La clientèle traditionnelle, les dentistes belges, les bouchers français, les propriétaires de PME allemands, etc., en anticipant l'échange automatique, sont partis, pour la plus grande partie. Ensuite, au niveau du BEPS, je pense que maintenant les autorités commencent à demander aux holdings financières des interférences non négligeables. Les autorités commencent au niveau du BEPS à demander aux holdings financières installées ici à essayer de créer de la substance autour. Tout à fait. D'autres activités à part pour essayer de créer de la valeur ajoutée locale. Je pense aussi le nombre de rulings financiers a fortement diminué depuis LuxLeaks. Ah oui? Il y a des statistiques là-dessus? Non, mais ce sont des informations qu'on peut avoir. D'accord. Vous savez, à Luxembourg, tout le monde connaît tout le monde, donc c'est facile. Donc je pense que ça bouge et je partage avec vous, mais il y a quand même des inquiétudes en réponse à cela. On va vers une réforme fiscale, même si elle ne sera peut-être pas très importante, où il y a des rumeurs qui commencent à nous dire que les taux d'imposition des bénéfices des entreprises vont diminuer fortement. Et je me demande si là, et je pense que ce ne sont pas seulement des réflexions luxembourgeoises, mais si on s'engage sur cette voie en réponse à ces évolutions internationales, est-ce qu'on ne commence pas un nouveau race to the bottom, une nouvelle course pour des taux d'imposition plus bas, entamés il y a quelques années par l'Irlande? Donc il y a des risques, à mon avis, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Puis un autre élément peut-être encore, vous avez parlé de la régulation des banques. Mais je pense que, et on l'a bien vu à la suite de la crise financière internationale, est-ce qu'en dehors des banques, il y a quand même toutes sortes d'acteurs qui ne sont pas du tout régulés? Donc on a essayé de réguler les banques et donc de renforcer un tout petit peu la régulation des banques, mais tous les acteurs en dehors, et d'après ce qu'on voit, il y a quand même une tendance de mouvements de financement en dehors des banques qui ne sont pas régulés ou peu régulés. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là? Merci. Deux questions importantes. La première, je crois que vous avez raison, il y a un risque d'accroissement de la concurrence fiscale par le Luxembourg, par l'Irlande, par le Royaume-Uni. Le fait de lutter contre les produits d'opacité fiscale risque de forcer les États, pas de forcer, mais de les inciter, d'inciter les États à développer des nouveaux produits de concurrence fiscale. Si demain
les patent box introduits par l'Irlande l'année dernière, par exemple, qui n'existaient pas, consistent à diminuer de 5-6 points la fiscalité sur les droits de la propriété intellectuelle, sur les brevets, etc. Donc oui, il y a ce risque de concurrence, et comme vous l'avez dit, pas seulement au Luxembourg. Néanmoins, quand aujourd'hui on nous dit qu'Apple paye 2% de taux de fiscalité en Irlande, lorsque nous dit que les entreprises qui ont été prises la main dans le sac de LuxLeaks bénéficiaient de taux d'imposition d'entre 1 et 2%, déjà de passer de 2 à 15 ou de 2 à 12,5, ce sera déjà un bel effort. Et puis lorsque la concurrence fiscale, si des fois on avait un développement de la concurrence fiscale, eh bien à ce moment-là, le projet d'ASIS dont on parlait tout à l'heure, de base fiscale consolidée, doit permettre de réallouer ensuite les profits de manière un peu plus adéquate par rapport à l'activité réelle, si tant est que cette concurrence fiscale incite de nouveau à transférer de manière artificielle la base fiscale. Mais là, on voit bien que simplement bénéficier, une grande entreprise française, honnêtement, je crois, n'a pas un intérêt extrêmement fort à partir de France pour aller en Irlande pour bénéficier d'un taux de 12,5 par rapport à 33, parce que déjà une grande multinationale française, elle ne paye pas ni 33 ni 12,5, elle paye plutôt 8, nous dit l'Assemblée nationale française, et quand vous retirez les entreprises publiques, on est plutôt à 4. Donc le taux d'imposition réel des entreprises aujourd'hui, il n'est pas du tout le taux nominal affiché. Donc qu'il y ait de la concurrence sur les taux nominaux affichés, bon, on verra dans quelle mesure. Je ne pense pas que ce soit les déterminants principaux des flux de capitaux internationaux, mais vous avez raison, en tout cas ce risque et cette tentation existe de remplacer la course à l'opacité et la concurrence fiscale dommageable par de la course à la concurrence fiscale tout court. Et votre deuxième question sur la partie non régulée, en fait on s'aperçoit que le shadow banking, la partie non régulée, elle pose d'autant plus de problèmes qu'en fait une bonne partie de ces établissements financiers sont liés aux banques. Et donc, les hedge funds par exemple, c'est vrai que les hedge funds, les fonds spéculatifs, ça peut poser un gros problème, surtout dans les pays où ils prennent une place disproportionnée. Luxembourg par exemple au hasard, mais généralement les hedge funds, ça prend pas, le dérapage d'un hedge fund ne pose pas autant de risques systémiques que le dérapage d'une grande banque. Donc moi mon problème c'est dans quelle mesure ces acteurs non réguliers sont liés au secteur bancaire ou pas. S'ils ne sont pas liés au secteur bancaire, je pense que la potentialité de risque systémique n'est pas trop forte. S'ils sont liés au secteur bancaire, alors il faut une régulation de coupe-circuit qui permette de casser le lien entre le secteur bancaire et le secteur non bancaire, financier ou financier non régulé, parce qu'on sait bien que toutes les grandes crises financières de l'histoire, j'en ai regardé 5-6 vraiment très grandes, à chaque fois, celles qui nous posent le plus de problèmes, c'est celles qui mettent en cause le crédit bancaire. Toute bulle spéculative commence toujours par une bulle de crédit. Et quand la bulle de spéculation explose, la bulle financière explose, alors les banques sont touchées. Alors si les banques sont touchées, l'économie réelle peut être généralement touchée. Et donc, il faut absolument casser le lien entre le système bancaire régulé et la partie du système financier qui n'est pas régulée. Mais tant que c'est du système financier non régulé, qui n'est pas trop lié au système bancaire, il m'inquiète moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le surveiller, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en permanence essayer de comprendre quels sont les nouveaux liens qui sont tissés, parce que c'est un système financier évolue extrêmement vite. Ce qui n'est pas lié aujourd'hui peut être lié demain, donc ça demande une surveillance constante de ce système bancaire non régulé, de ce système financier non régulé, mais tant qu'il reste peu lié au système bancaire, il m'inquiète relativement moins. Je propose que toutes les autres questions, qui sont certainement très nombreuses, soient discutées au comptoir.